on va revenir sur la suspension d'un humoriste aux États-Unis, Jimmy Kimmel, pour essayer de réfléchir sur cette notion qui est aujourd'hui centrale dans le débat public, celle de free speech, autrement dit liberté d'expression. Bonjour Sébastien More. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire, culture et société à l'université de Paris-Nanterre. Alors tout d'abord, il faut nous rappeler qui est Jimmy Kimmel, ce qu'est un late show, et puis alors où en est-il aujourd'hui précisément? Ça fait beaucoup de choses à rappeler. Alors Jimmy Kimmel, c'est l'animateur du Late Night Show, donc d'ABC, c'est-à-dire une émission satirique de fin de soirée. Et c'est en fait l'animateur du premier Late Night Show du paysage médiatique américain, et qui a été donc suspendu à la fois par la maison mère d'ABC, donc qui est la Walt Disney Company, et par les stations locales qui sont affiliées au réseau ABC pour des propos qu'il a tenus dans son monologue d'ouverture lors de son émission. Donc des propos qui ont été vus comme hostiles à Charlie Kirk. Qu'on va écouter immédiatement. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize Je vais traduire. Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end avec la clique MAGA qui s'efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme quelqu'un d'autre qu'un des leurs et qui fait tout son possible pour en tirer un avantage politique. Vous pouvez voir comme tout cela est difficile pour le président. Ce n'est pas comme ça qu'un adulte fait son deuil d'un ami qui a été assassiné. Ça ressemble plutôt à un enfant de 4 ans qui fait le deuil de son poisson rouge. Oui, alors effectivement, ce sont des propos qui ont été jugés comme étant hostiles et inacceptables par la sphère MAGA. Mais en fait, quand on regarde à la fois la formulation du premier amendement et la jurisprudence qui en découle, on se rend compte que c'est un propos qui tombe en fait sous le coup de la protection de cet amendement, et que le fait de suspendre Kimmel pour cette raison-là constitue en fait une violation de ce premier amendement. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux premier amendement ? Alors c'est un amendement qui protège la liberté d'expression contre les empiètements de l'État fédéral. Donc en fait, c'est pas un droit qui est défini positivement, mais c'est un amendement qui en fait interdit que l'on restreigne cette liberté. Et ça établit la liberté d'expression en fait comme une liberté quasi absolue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, au fil du temps, la Cour suprême s'est montrée extrêmement réticente à réglementer, à contraindre la liberté d'expression. Et en fait, elle a rendu des arrêts qui vont dans le sens d'une conception maximaliste de cette liberté d'expression. En 72, par exemple, elle rend un arrêt dans lequel elle dispose qu'il y a égalité de statut dans le domaine des idées. Ce qui fait qu'un discours tout à fait anodin qui est tenu sur une matinale, par exemple, a la même valeur que le discours de haine. Ce qui veut dire que le discours de haine est également protégé. Et cependant, Donald Trump réagit de cette manière-là à l'interdiction et donc à la blague de l'humoriste Jimmy Kimmel. On écoute Donald Trump. Je traduis. Quand vous avez une chaîne qui diffuse des émissions en soirée, tout ce qu'ils font, c'est s'en prendre à Donald Trump, c'est tout ce qu'ils font. Ils ont une licence, ils n'ont pas le droit de faire ça. Leur licence devrait peut-être leur être retirée. Les médias sont à 97% contre moi et pourtant j'ai gagné facilement. Oui, alors là, je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que tout à l'heure, j'ai dit que c'était une violation du premier amendement, mais c'est aussi une enfreinte à la réglementation que l'autorité chargée de réglementer les médias, donc la FCC, la Federal Communications Commission, cette réglementation qu'elle a adoptée elle-même dans le cadre de la législation, cette réglementation, elle permet la critique des figures publiques, la critique du président. Et il y a un deuxième élément qui est la question de la révocation de la licence. On ne peut pas révoquer une licence à ABC comme ça, puisque comme ce sont des médias locaux qui fonctionnent en réseau, eh bien, le titulaire de la licence, c'est le propriétaire de la station locale. ABC compte à peu près entre 220 et 230 affiliés, donc il faudrait engager des actions pour révoquer 220 ou 230 licences. On dit que la FCC, c'est comme l'Arcom. C'est vrai, c'est faux ? C'est en grande partie inexact, puisque la FCC, elle a pour rôle de
réguler en fait l'accès aux infrastructures. Elle ménage un contexte favorable aux acteurs médiatiques qui sont des acteurs privés. En fait, le système, le modèle médiatique américain est un modèle exclusivement commercial. Et en fait, elle est garante de l'intérêt public, mais elle ne se mêle que très peu, que très marginalement de réguler les contenus, surtout depuis la fin de l'administration Reagan et la révocation de ce qu'on appelait la doctrine de l'équité. Et celui qui dirige la FCC, Brendan Carr, pardon, lui, il est, comment dirais-je, un arbitre impartial. Il est absolument pas impartial, puisque il a, au moment de sa prise de fonction, donc quand il a été nommé président, il a d'abord été commissaire du consortium de direction de la FCC, nommé par Trump d'abord, puis reconfirmé par Biden. Mais une fois qu'il a été nommé président lors du deuxième mandat de Trump, il a déclaré qu'il utiliserait tout ce qui était en son pouvoir pour faire rentrer certains des médias récalcitrants ou ouvertement hostiles à Trump dans le rang. C'est quelqu'un qui a aussi participé à la rédaction des pages du Project 2025, dans ce fameux... c'est cette feuille de route qui a été mise en place par la Heritage Foundation, donc un think tank conservateur. C'est lui qui a rédigé les pages sur le démantèlement de la FCC. Donc je crois qu'on peut difficilement dire que c'est un acteur impartial. Mais alors ce qui est très étonnant, c'est que le camp Trump, dans la bataille culturelle qu'il oppose à la gauche, a énormément agité le spectre du wokisme. Alors le wokisme, généralement, c'est le wokisme de gauche. Et là, c'est une forme de wokisme de droite. C'est une manière donc de silencier ou de canceller des personnes dont on estime, à tort ou à raison d'ailleurs, peu importe, qu'ils offensent une partie donc des Américains. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une liberté d'expression à géométrie variable, et ce qui s'appliquerait à Kirk ne s'applique pas aux autres, alors que les déclarations de Kimmel font vraiment pas le figure à côté des diatribes eugénistes ou transphobes de Kirk, ça c'est sûr. Mais alors, comment justifier ça? Parce que j'imagine que dans le camp républicain, j'ai vu que Tucker Carlson, qui est lui aussi un animateur trumpiste, avait considéré que ça n'était pas possible de s'en prendre à Kimmel de cette manière-là, mais c'est l'une des rares voix discordantes dans le camp Trump. Effectivement, il y a eu quelques voix discordantes du côté des républicains. Il y a eu aussi des sénateurs comme Ted Cruz qui ont pris des positions tout à fait étonnantes sur ce sujet. Je crois qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut voir la façon dont les gens qui adhèrent au mouvement MAGA, ceux qui sont autour de Trump, comment est-ce qu'ils considèrent le moment politique présent. Et en fait, ils voient cette réponse comme une réponse légitime pour défendre une identité américaine qui serait en proie à des forces subversives, des démocrates et des progressistes qui chercheraient à corrompre les institutions. Et donc, en fait, c'est un peu une conception autoritaire du jeu politique qui voit l'adversaire non pas comme un acteur légitime du jeu politique et un membre du corps politique et de la vie de la cité, mais précisément comme un ennemi qu'il faut abattre. Et donc, dans ces cas-là, de réduire au silence un animateur, c'est pas une injustice qui est faite, mais c'est une espèce de réponse proportionnelle à la gravité de la situation telle qu'elle est perçue par le mouvement MAGA. Sébastien More, on n'arrête pas de dire que la liberté d'expression est nécessairement bornée. Alors effectivement, même aux États-Unis, elle l'est, y compris donc avec l'existence du premier amendement. Il y a la question donc de l'incitation à la violence immédiate, péril immédiat. Oui. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose? Alors, c'est effectivement une des 8 exceptions aux protections du premier amendement. Les deux protections, les deux exceptions qui sont qui ont le plus cours, concernent l'obscénité et la pédopornographie. Pour ces deux cas, c'est assez facile parce que les critères de qualification sont assez explicites. Les 6 autres, donc dont l'incitation à la violence dont vous parlez, en fait, la norme de preuve est extrêmement drastique puisqu'en fait, il faut qu'il y ait une intention de l'énonciateur d'engendrer ou de produire une action illégale imminente. Ce qui n'est absolument pas le cas du
de Kimmel, qui en fait s'est contenté de proposer un commentaire, alors certes un peu rugueux, mais qui ne tombe pas sous le coup de cette exception. Mais alors, on ne comprend pas, en revanche, Parce pourquoi que, si je peux me permettre, à ce moment-là, il faut réduire au silence l'intégralité de l'écosystème médiatique partisan, à droite comme à gauche, puisque on dit des choses bien pires ailleurs. Mais le Ku Klux Klan, par exemple, ou toute organisation délibérément raciste, lorsqu'on parle de péril immédiat, alors on ne comprend pas pourquoi le Ku Klux Klan a le droit de s'exprimer. Mais c'est-à-dire qu'il y a un spécialiste du premier amendement qui dit qu'il y a une différence entre dire les gens à Salem au XVIIe siècle ont eu raison de brûler les sorcières, ça c'est protégé, et c'est différent de dire regardez, cette femme est une sorcière, il faut la brûler maintenant, puisque vous avez une incitation à une action illégale imminente à laquelle vous encouragez votre auditeur, votre interlocuteur. En fait, la différence, c'est la différence entre le discours et le comportement qui est susceptible de produire le discours, ou le comportement que le discours produit effectivement. Et donc là, effectivement, il y a une limite extrêmement ténue qui donne lieu à effectivement des débats juridiques et législatifs qui sont très, très denses. Bon, d'ailleurs, il faut bien comprendre que tout cela est, comment dirais-je, des pressions qui sont des pressions quasiment commerciales, mais qui n'ont rien à voir avec des cas juridiques, puisque par exemple, Trump a été débouté dans son action contre le New York Times. Oui, alors effectivement, il y a une dimension très commerciale dans cette affaire, puisque les stations qui ont tout de suite réagi à l'injonction de Carr sont des stations qui sont la propriété de deux grands consortiums de médias, dont l'un est très proche du pouvoir trumpiste. Et ces deux consortiums, en fait, sont en lice pour l'acquisition d'un troisième consortium. Et pour cette acquisition, ils ont besoin de l'autorisation de Brendan Carr, le patron de la FCC. Donc là, on voit bien la logique du modèle, la logique commerciale du modèle médiatique qui se révèle dans toute sa puissance. Très, très rapidement, Sébastien More, si d'aventure Jimmy Kimmel était suspendu, est-ce qu'un autre réseau aurait la possibilité de le reprendre, ou est-ce que ça pourrait être là aussi freiné par la FCC pour la question donc des fréquences? Ça dépend des choix du réseau. Je pense que pour ABC, c'est certainement une perte de ne plus avoir Jimmy Kimmel, puisque c'est quelqu'un qui attire un public large et qui permet de générer des revenus publicitaires importants. Merci beaucoup, Sébastien More. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire, culture et société à l'Université de Paris-Nanterre.